commencer sans te demander comment s'est passé le débrief avec la commission de l'arbitrage et Ludovic Carillo mardi. Parce que pour le public de Chanzy, tout n'était pas forcément très clair vendredi. Vous êtes tombé d'accord sur beaucoup de choses? C'est toujours difficile de partager ce genre d'informations parce que ça reste des moments où l'arbitre se confie à nous. Nous, on se confie à l'arbitre sur des choses techniques très précises. On va dire qu'il est tombé beaucoup d'accord avec nous. Voilà, on va le dire comme ça. Mais voilà, c'est quelqu'un de très lucide, Ludovic Carillo, qui sait reconnaître ses erreurs comme on peut faire nous. Donc il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Et l'échange technique est toujours très important parce qu'on l'aura certainement à nouveau dans la saison. On avait évoqué avec toi début janvier les nouvelles règles et leur application, notamment touche, mêlée, ouais. Protection du neuf. Quelles sont vos premières observations? Est-ce que ça a changé des choses pour l'instant? Ça fluidifie le jeu, très clairement. Alors les joueurs sont très très vite adaptés. C'est pas très compliqué en même temps, mais les joueurs sont vraiment très très vite adaptés. Ça fluidifie le jeu parce que le 9 n'est plus du tout embêté en sortie de ruck, sortie de mêlée ou sortie de touche, ou de maul, pardon, pour pouvoir distribuer le jeu. Donc c'était vraiment l'objectif principal de World Rugby. Et on s'aperçoit que ça fait vraiment des phases de lancement de jeu hyper propres, hyper claires. Et ça, vraiment, l'objectif est atteint. Donc ça nous fait pas de difficulté en tout cas pour les joueurs. Et je trouve que ça améliore le spectacle. On le voit par les scores. Les scores de Pro D2, alors c'est pas qu'une seule règle qui a tout changé, mais ça fait partie des choses qui font que on peut lancer le jeu, on voit des belles attaques, on voit de belles attaques, on voit des scores amples, parce que les équipes marquent beaucoup. Bon, ça veut dire que les défenses aussi ont plus de mal à défendre, mais oui, quand on peut plus attaquer le 9 ou le relayeur, ben, effectivement, on endigue moins vite la fuite, quoi. Exactement. Laurent, tu intervenais déjà les saisons précédentes, mais avec une équipe qui bataillait pour le maintien. Là, c'est beaucoup plus confortable. C'est plus facile de faire passer des consignes sans avoir le couteau sous la gorge. Ça n'a jamais été compliqué, franchement, de leur faire passer le message, notamment au niveau de la discipline. L'avantage, c'est que comme ça fait plusieurs saisons, tu viens de le dire, que je suis ici, les joueurs ont intégré maintenant que la discipline est vraiment un caractère, en tout cas une force pour gagner un match. Ils le savent, et ça, c'est le travail que je n'ai plus à faire par rapport à quand je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé, la discipline était un facteur très aléatoire. On se faisait prendre 16 fois par match, 2 cartons jaunes minimum, voire rouges. C'était pas rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, vraiment, j'en discutais avec Hubert il y a quelques minutes, l'impact de l'arbitrage est pris en compte et fait partie de la performance et souvent des victoires, quoi. Si on se fie au stats de la Ligue, le SA15 est la troisième équipe qui a concédé le moins de pénalités cette saison, derrière Biarritz et Provence. Ça fait 227 pénalités en 20 matchs, un peu plus de 11 de moyenne. On est dans les objectifs. À la moyenne, j'aimerais qu'on soit à 10. Et je veux aussi préciser que quand on regarde le classement, on a une équipe qui est presque au fond du classement, devant nous, Biarritz, et l'autre équipe qui est devant nous. Donc, ça veut dire que la discipline n'est pas le seul critère de la performance. Et heureusement d'ailleurs, sinon toutes les équipes feraient 0 faute et ça suffirait. Donc, il faut se méfier. Quand on fait pas beaucoup de fautes, c'est peut-être qu'on manque aussi de combat. Et quand on fait pas beaucoup de fautes, c'est qu'on avance beaucoup. Donc Biarritz, je pense qu'il y a un petit manque de combat et je ne veux pas juger Biarritz. Et Aix-en-Provence, c'est tout l'inverse, c'est que ça attaque beaucoup, ça porte beaucoup le ballon. Et forcément, l'équipe qui porte le ballon, généralement, elle est moins pénalisée que les équipes qui ne portent pas le ballon et qui ne font que défendre. Donc, tu me dis si je dis une bêtise, mais je crois pas. Hein, après 20 journées, aucun joueur n'est passé en commission de discipline pour 3 cartons jaunes. On n'a pas eu, on n'est pas loin. Ouais, mais aucun. En 20 journées. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Rouge. Aucun carton rouge, ouais. De mémoire, j'avais pas vu ça beaucoup au SA15 depuis des années. Ça aussi, c'est un gage de performance. Ouais, c'est un gage de performance. C'est vraiment les attitudes aux joueurs qui ont, encore une fois, qui ont vraiment pris conscience que la discipline, ne pas laisser son équipe à 14 à haut niveau, on sait très bien que ça fait mal. Et surtout si, on le voit pour Colomiers vendredi dernier, par exemple, ils ont atterri à 12 de mémoire. Et ça fait mal. Alors même si ça fait pas mal immédiatement, parce que des fois les équipes arrivent à faire tampon pendant 10 minutes à jouer à 14, mais ça veut dire que 14 joueurs ont dû couvrir pour 15. Et physiquement, ça use. Et on le paye à un moment donné dans le match parce que physiquement, au bout du bout, eh bien, on se replace moins vite et on va forcément moins vite. Tu en as parlé, à Provence, c'est une équipe qui tient beaucoup le ballon. Troisième en termes de possession, derrière Brive et Béziers. La discipline va être encore une des clés du match. Oui, clairement. On a un arbitre de top 14 au milieu.
Adrien Marbeau, quelqu'un qui est habitué à arbitrer les matchs qui vont vite, qui ont beaucoup de temps de jeu. Donc ça ne va pas l'impressionner. Il a des critères très précis sur les phases de plaquage ruck notamment, où il va falloir nous être aussi très précis. La discipline fera partie. Si tu veux aller gagner à Provence Rugby, tu es obligé de prendre en compte la discipline. C'est un critère très important qui fera que tu n'emmènes pas Provence Rugby dans ton camp, tu les empêches de lancer leur jeu dans tes 30 mètres, et forcément, si on arrive à les laisser chez eux et pas les amener chez nous, oui, ça fera partie des clés du match, quoi. Ouais, vous en parliez justement à Adrien Marbeau qui va arbitrer ce match, arbitre de top 14. J'ai eu Benoît Roussier 3 fois, Ouais. Evan Ourouz-Mendy une fois. C'est votre 6e match avec un arbitre de top 14. C'est assez nouveau ça, toi, quand tu arbitres en top 14, on ne voyait jamais en Pro D2. Oui, mais c'est la philosophie des nouveaux dirigeants de l'arbitrage français, qui sont Mathieu Reynal et Romain Poite. Ils prennent le panel de leurs arbitres, et il n'y a plus de Pro D2 top 14. C'est-à-dire que ils ont les 2 catégories Pro D2 top 14, et le groupe arbitre couvre le Pro D2 top 14. Donc c'est le groupe arbitre qui arbitre le secteur professionnel. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des arbitres de top 14 qui facilement viennent en Pro D2. L'arbitre en Pro D2, c'est pas une punition du coup. Arbitrer en Pro D2, c'est plus du tout une punition. Ça a eu été considéré il y a des années où tu descendais de catégorie, voilà. Alors qu'aujourd'hui, non, ça fait partie totalement de la philosophie. Et forcément, les clubs de Pro D2 s'y retrouvent. Alors ça ne veut pas du tout dire que les arbitres de Pro D2 ne sont pas bons, hein. Attention, c'est pas ce qui est dit. Il y en a même de très très bons et qui atterriront très prochainement en top 14. Mais voilà, ça crée une mixité dans le groupe. Et pour nous, on s'y retrouve. Et voilà, ça fait partie des choses qui sont de la performance. Et c'est pas le SA15 qui a des arbitres de top 14, c'est vraiment tous les clubs de professionnels, quoi. Il faut que tu nous parles un petit peu de ton geste fétiche qu'on voit reproduire plusieurs fois les vendredis soirs. Ah oui. Sprint court à haute intensité pour emmener le tee. Oui. Sur les pénalités, est-ce que ça se travaille la semaine Il y a un timing à respecter. Alors, aussi. est-ce que ça se travaille? On va pas tout à fait dire ça, mais disons que je dis aux buteurs que mon objectif, c'est qu'ils aient ballon, tee le plus tôt possible. Limite avant que le chrono démarre. Parce que, vous l'avez observé, on est passé à 60 secondes et pour la pénalité et pour la transformation. Alors pour la pénalité, c'est entendable. Pour la transformation, si jamais celui qui vient de marquer s'excite un peu, jette le ballon dans la tribune et on n'a plus de ballon, etc., etc., on peut vite perdre 15-20 secondes sur la préparation et un buteur. C'est une opération très précise pour lui qu'il travaille cette fois-ci cette semaine, contrairement à moi, sa routine. Et si ça manque de temps, ça peut lui poser problème. Il est obligé de se presser pour pouvoir botter. Donc c'est vraiment hyper important pour moi. En tout cas, j'en fais vraiment un point d'honneur à ce qu'il ait le tee et le ballon le plus tôt possible. Et encore une fois, même avant que le chrono ait démarré. Sur une pénalité, est-ce que tu as le droit de démarrer avant que le choix sur le terrain soit fait, de prendre les points, d'aller en touche? Normalement, non. Mais quand les consignes du coach sont claires, c'est-à-dire quand Alex et Tanguy, surtout Alex, décident qu'on doit prendre les 3 points, le fait est que je rentre sur le terrain, force la décision. C'est-à-dire que la règle dit qu'à partir du moment où le tee a pénétré sur le terrain, il ne peut plus y avoir d'autre choix que de taper la pénalité. C'est la règle qui le dit. Donc je rentre volontairement pour ne pas laisser le choix. C'est-à-dire que si même nos joueurs viendraient à vouloir choisir autre chose, il n'y a plus le choix puisque le tee est déjà rentré à l'intérieur. Il faudra qu'on voit s'il y a des stats, mais je pense que Laurent, il est dans le top 3 avec Arthur Cook et Alexander Massibaka sur 10 mètres. Oh là là, non, j'ai pas du tout cette prétention-là. Vos dernières choses, Laurent, on a vu que ton frère Jonathan avait copié d'un carton jaune avec l'UBJ samedi soir à Limoges. Ça fait l'objet d'une séance familiale, un débrief discipline. Non, parce que mon frère c'est un guerrier, un combattant. Quand il est sur un terrain de rugby, il est dur, très très dur. Et à Limoges, ils ont été accueillis comme il se doit, hein, puisque voilà, au match aller c'était aussi bien passé. Donc non, ça fait partie du combat. Vraiment, il me pose des questions par moment, mais là non, je lui en parle même pas. Ça fait partie de la routine pour un pilier gauche de Fédéral 1, c'est normal. C'est que un carton jaune. C'est pas très grave. Vraiment, c'est pas très grave. Bon, merci Laurent. Peut-être dernière chose, comment va la couronne? La couronne va bien. La couronne va se qualifier très certainement pour les phases finales du championnat de France quand on aura affronté le Cap Ferré la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas de match. On est off. Comme c'est très dur le championnat de R2, il faut des week-ends off. Donc voilà, donc on rencontre le Cap Ferré à la maison là, dans 15 jours, et après, si tout va bien, on attaquera les phases finales. Voilà. 48 ans. 48 ans. C'est la dernière, je vous le dis. C'est la dernière.
Ouais, merci. Merci, avec plaisir. J'ai dit à Hubert que j'avais fait. Vous comprenez que c'était 80 minutes. Vraiment, ça fait rire tout le monde. Et je comparais pas ça avec l'air de... Bonjour messieurs. Bon, Hubert, vendredi soir, vous avez longtemps partagé la victoire avec le public après le match à Chanzy. A été particulièrement savoureuse cette victoire? Savoureuse parce qu'elle était plutôt compliquée, on fait une entame un peu difficile, donc c'est qu'on arrive à remonter très vite. C'est vrai qu'à la fin, quand on a ce ouf de soulagement, ça fait du bien, on a besoin de communier avec le public. C'est tendu les dernières secondes? Ouais, tendu, ben, on sait pas, ils choisissent de prendre les 3 points pour pas repartir bredouille chez eux, donc on fait une séquence défensive, moi je fais une pénalité, donc ça les amène à remonter le terrain, donc c'est vraiment chaud pour le coup. Mais bon, on a bien défendu, il y a eu des bonnes séquences défensives, des séquences je crois qui ont duré 4 minutes, 2 minutes 30, donc c'était je pense sympa à voir pour le public, avec une bonne défense, où on récupère des ballons, donc plutôt positif quand même. Le staff répète semaine après semaine que l'objectif premier reste avant tout le maintien. Vous avez 35 points d'avance sur Nice et 14 points d'avance sur l'avant-dernier barragiste Lens-Roman. Toi, tu retiens en priorité que le maintien direct il est dans la poche, ou plutôt que vous avez conforté votre avance avec la 6ème place par rapport au concurrent direct d'Ax Colomiers sur ce match-là? Bah, c'est qu'on conforte, oui, après tout peut basculer très vite, il nous reste 3 matchs, tout peut basculer vite, et il me semble que par rapport au stade des dernières années, les points de maintien c'est 54 points, on n'y est pas encore. 54, 55, 56, on n'y est pas encore, donc c'est pas jouer le maintien, mais se projeter vers l'avant, vers rester dans le top 6, donc c'est prendre les matchs un par un, gagner des points, aller faire quelque chose à l'extérieur, gagner à la maison, prendre le plus de points possible, et à la fin on verra où est-ce qu'on est. On peut vite redescendre, on peut très vite redescendre, donc c'est rester en haut et gagner le plus possible. Vendredi dernier, face à Colomiers, vous marquez encore 6 essais, plusieurs sur des lancements de jeu au terme d'actions plutôt courtes. Hein. Alors dans le passé, vous aviez souvent besoin de multiplier les temps de jeu. Ça inspire de la crainte à l'adversaire, beaucoup plus. Ouais, de la crainte, et même faut féliciter le boulot des avants, parce qu'on voit souvent des actions C'est un avant qui non, mais des piliers surtout, des premières lignes, seconde ligne, bon, troisième ligne aussi. Mais sur ce travail de mêlée où on a une réelle progression sur ça, où ça nous permet de lancer le jeu vraiment bien. On est un tout petit peu moins bien en touche, mais pourtant on arrive à marquer sur ballon porté, à lancer le jeu super bien. Et ça permet de marquer des essais comme ça avec Arthur, avec Massy, et c'est génial à voir. Et puis c'est un gain d'énergie plutôt que de s'entasser près de la ligne, ça dure 5 minutes, faire des pénalités, repartir et tout. Donc c'est vraiment cool. Donc. On sait le staff adepte de la rotation depuis le début de saison, mais tu fais un petit peu partie des exceptions puisque tu vas connaître ta 14e feuille de match en 15 matchs là, depuis ton retour de blessure en début de saison. Tu te sens un petit peu privilégié Pas privilégié, non, pas privilégié. Après, je sais qu'il y a pas mal de blessures, donc faut juste valider ça. J'étais titulaire la semaine dernière. Je ne jouais pas contre Brive, donc c'est vrai qu'il faut que je continue à travailler tout le temps. Il y a des blessés, ils vont revenir. Et c'est garder cette place de titulaire et de jouer un maximum et de le prouver pour le coup, et d'aider l'équipe un maximum. Justement, au niveau de la 3e ligne, Alex nous parle souvent en off des différents profils, des associations à faire. Tu peux nous expliquer un petit peu, toi en tant que 3e ligne, quels sont les profils les plus complémentaires? Complémentaires, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a des profils plutôt terriens. Je prends l'exemple de Gauthier, même si enfin, terrien, on est un peu des profils mixtes, on va dire, comme moi, c'est-à-dire des profils terriens, aériens. Qui vont pouvoir gratter des ballons, plaquer dur et tout, et pourtant en touche on va aller très haut, sauter très haut, voilà, donc on est plutôt des 3e polyvalents, donc c'est plutôt facile du coup de faire une association. On va dire que sur un match là où Gauthier va gratter beaucoup plus de ballons, moi je vais rester dans la ligne, plutôt défendre les extérieurs, être bien en touche tous les deux, donc c'est vrai que on est complémentaires mais plutôt polyvalents, on va dire. Vous êtes capable de changer de rôle? C'est ça, exactement. Est-ce que c'est difficile de ne pas avoir la tête aux 2 réceptions qui vont arriver à Chanzy, Aurillac et Grenoble, qui vont être des matchs très importants, ou vous pensez vraiment match après match? Non, pour le coup, en tout cas pour ma part, mais c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est qu'on pense match après match, c'est-à-dire que ça sert à rien de préparer, enfin on prépare, ça sert à rien de voir le match de Aurillac ou de Grenoble après, ça servira à rien comme on n'a pas encore passé le match de Aix, donc pour l'instant nous on se focalise sur le match de Aix, aller faire un résultat là-bas, parce que
pour moi, on peut aller faire un résultat là-bas. Et c'est se focaliser sur ça, prendre le plus de points. Parce que si on fait un résultat là-bas et que derrière on enchaîne résultat, ça peut être hyper positif pour la suite. Donc ouais, d'abord c'est le match de Aix et après on verra. Il y a eu des déplacements précédents compliqués chez des grosses équipes de haut tableau, Grenoble, Oyo, Béziers. Il y a des enseignements que vous en avez tirés justement pour vous déplacer chez une équipe qui est 3e au classement et qui est un peu au niveau de ce plafond de verre qu'on espère vous voir briser. Ouais, c'est sûr, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une bonne performance à la maison ou à l'extérieur, derrière ça impactissait sur le match d'après, donc on n'arrivait pas à enchaîner plein de matchs avec positif. C'est vrai qu'on en tire des enseignements forcément sur tout ce qui est combativité, tout ce qui est discipline, ou des fois quand on se déplace à l'extérieur, on est plus indiscipliné. Donc forcément on tire des enseignements pour après, donc certains. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur de se déplacer à Aix bien. Il y avait cette sensation que vous aviez quand même énormément subi dans l'occupation, notamment à Oyo, à Grenoble, où c'était un peu irrémédiable de craquer sur la fin. Est-ce que vous avez des moyens d'enrayer ça? Est-ce que vous en parlez? Ben là pour le coup, c'est vrai qu'on sait que Aix a une grosse possession, donc on sait qu'ils vont posséder ballon. Donc on l'a vu sur des séquences de Colomiers où les pré-phasing nous font bien bosser la semaine, on arrive à défendre des grandes séquences. Donc si on arrive à défendre des grandes séquences qu'ils n'arrivent pas à avancer, ou d'avancer 10-15 mètres et puis ils nous rendent le ballon, ou on récupère des ballons de transition, on va pouvoir accélérer, aller marquer, on a des pattes, c'est synthétique et ça peut aller bien. Donc ouais. Ouais. Cette saison avec des très bons résultats et très peu de possession. Exactement, c'est ça. C'est que si le temps ne nous permet pas de jouer, on va pas s'emmerder à aller jouer, contre-attaquer des 5 mètres et tout. Si le temps ne nous permet pas ça et le jeu ne nous permet pas ça, c'est pied sur le ballon, on tape, on va chasser, on plaque, on fait des contre-rucks et puis basta. Et puis on l'a très bien fait à Biarritz, on est allé gagner et pour le coup c'est très possible. Donc on verra par rapport au temps, par rapport à la philosophie du match et tout. Donc voilà. Par rapport à ces grosses équipes, vous ne ressentez pas de complexe d'infériorité en allant vous déplacer chez des Grenoble, chez des Provence qui sont invaincus chez eux à domicile? Il n'y a pas ça dans les têtes? Non, je pense pas. Après, il faut toujours s'attendre à avoir une grosse équipe en face, hein. Mais n'importe quelle équipe au final. Mais encore plus les équipes de haut tableau qui sont très disciplinées, comme on l'a dit, Provence qui est deuxième au niveau de la discipline, qui a un combat énorme, qui a une possession, qui a des trois quarts qui vont très vite. Donc forcément, on s'attend à une grosse équipe. Mais bon, on est dans le top 6. Ils sont pas si loin de ça de nous. Donc non, il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité, je pense pas. Je sais plus si tu étais sur le terrain en match aller. Aix, il me semble, ouais. Il me semble, ouais. Remplaçant, ouais. Je sais pas le souvenir que tu gardes de ce match. On a le souvenir que c'était un match très engagé. Ça tape ouais. fort, Ouais, exactement. Ouais, forcément. C'est pour ça qu'on sait très bien que Aix, c'est très dense. Ils ont des gros porteurs, des gros joueurs, des gros plaqueurs. Et puis aussi, ça va vite. Donc on sait que ça va être combat, synthétique. Il va y avoir plus de vitesse. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, notre défense va être primordiale. Discipline défense va être primordiale. Tu dois t'en souvenir, le match aller s'était terminé sur une dernière mêlée interminable, ouais. Elle durait peut-être 5 minutes. Ouais. C'est quoi la solution? C'est de repartir sur une mêlée au coup d'envoi là? Je pense pas. Après, même si pour le coup en mêlée on est très bon, donc pour le coup ça va passer par le mêlée, c'est certain, ce week-end. À l'ancienne, le coup d'envoi en touche. Coup d'envoi en touche, non. Coup de pied haut et puis on descend, non, quand même pas. Bon, merci. Super, merci.